l'enregistrement. Et donc, je rappellerai juste pour commencer qu'il s'agit de la 12e année de suite du séminaire qui commence. Et ça sera aussi sa dernière année avant de renaître comme le phénix entre des mains plus jeunes qui sont celles de Xavier Oregan. Donc, on espère qu'on va finir en beauté pour renaître en beauté également. Et donc, aujourd'hui, nous allons écouter Wang Liupeng pour dire le nom à la chinoise, ou Liupeng Wang pour le dire à la française, qui est donc un jeune docteur qui a soutenu une thèse. Et je vais directement lui passer la parole, éventuellement pour commencer à se présenter un peu avant même d'aborder le sujet. En tout cas, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. On a dû se livrer à une petite gymnastique entre vous et nous parce que vous vous rapatriez en Chine au cours au mois de novembre et qu'il fallait donc se précipiter pour bénéficier de la teneur des travaux que vous avez pu mener et qui viennent d'être récompensés par ce titre de docteur. Merci à vous d'être là. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, professeur Bayrou. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie très le professeur Bayrou et Monsieur Régan de m'avoir l'occasion de vous présenter les résultats de mon doctorat que j'ai soutenu récemment, intitulé L'influence chinoise en Afrique subsaharienne et française de 1958 à 1976, aspect diplomatique, idéologique et économique d'une pénétration durant la guerre froide. Bien sûr, comme le titre de ma présentation l'indique, je ne vais pas vous présenter l'ensemble de ma thèse, qui a été conçue et structurée de manière assez kaléidoscopique. Je me concentrerai aujourd'hui surtout sur les interactions sino-françaises en Afrique. Il y a maintenant 10 ans, en 2015, je me rendais pour la première fois sur le continent africain pour travailler dans une entreprise chinoise de génie civil au Cameroun. C'est aussi cette année-là, en juillet, que la Chine et la France signaient la déclaration conjointe sur la coopération dans les marchés tiers, une initiative qui a commencé à porter ses fruits en Afrique, et notamment après 2018. Les dynamiques actuelles entre la Chine, l'Afrique et la France sont extrêmement riches et suscitent de nombreuses recherches économiques, sociales et géopolitiques qui sont à la fois fascinantes et inspirantes. Mais je me suis demandé, l'aspect historique de ces relations triangulaires a-t-il lui aussi été étudié de manière approfondie? Parce que, comme on le sait, sous le ciel, rien n'est vraiment nouveau. Si la France et la Chine cherchent aujourd'hui à dialoguer, à communiquer, voire à coopérer en Afrique, c'est qu'il y a des deux côtés une volonté d'éviter les conflits potentiels. Cela m'a donné, cela m'a donc conduit à me poser une question plus historique. Comment étaient les relations sino-françaises en Afrique dans le passé? Autrement dit, que se passe-t-il quand un nouvel prédateur entre dans une chasse gardée? Est-ce qu'il y a là des éléments qui pourront nous éclaircir sur la situation d'aujourd'hui? Nous le savons, la présence chinoise en Afrique ne date pas de l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001, ni même de la fin de la guerre froide en 1991, mais bien de 1956, avec la conférence afro-asiatique de Bandung. Cependant, en Afrique subsaharienne française, cette présence commence véritablement à se construire à partir de 1958, l'année du référendum de la Cinquième République lancé par le général de Gaulle et et qui marque le début concret de la vague de décolonisation dans l'Afrique française. Dans cette présentation, je vais donc apporter cette histoire en trois temps. D'abord, une vue d'ensemble de l'évolution de la politique chinoise en Afrique entre 1955 et 1976. Ensuite, les principales formes de l'influence chinoise en Afrique subsaharienne française.
Pardon. Enfin, les concurrences, les tensions, mais aussi les premières convergences entre la Chine et la France sur le continent africain, avec comme point focal le cas du Mali. Je vais vous proposer maintenant de revenir brièvement sur l'évolution de la politique africaine de la Chine sous Mao Zedong entre 1955 et 1976. Dès la fondation de la République populaire en 1949, la diplomatie chinoise, guidée par le Parti communiste, s'inscrit dans une logique profondément marquée par l'expérience révolutionnaire du pays. Deux grands principes orientent alors la politique extérieure de la Chine. D'une part, la stratégie du Front uni international, c'est-à-dire l'idée d'unir les forces progressistes, de rallier les modérés et d'isoler les éléments réactionnaires. Une transposition directe des tactiques issues de la Révolution chinoise. D'autre part, la promotion d'une voie idéologique propre qui vise à valoriser le modèle de développement chinoise et à affirmer la Chine comme acteur à part entière dans la rivalité Est-Ouest de la guerre froide. Ces deux dimensions se manifestent tout particulièrement dans la politique menée à l'égard du tiers-monde et notamment de l'Afrique. Avec la vague de décolonisation qui se développe sur le continent après la Seconde Guerre mondiale, et surtout après la conférence de Bandung en Indonésie en 1955, à laquelle le premier ministre chinois Zhou Enlai joue un rôle très actif. La Chine fait officiellement son entrée sur la scène africaine, d'abord par le biais de l'Égypte de Gamal Abdel Nasser. À partir de 1958, Pékin s'engage plus directement en Afrique subsaharienne, avec la conviction qu'il faut élargir ce qu'elle appelle la zone intermédiaire, un espace géopolitique situé entre les États-Unis et l'Union soviétique et dominé par l'impérialisme et le colonialisme. Mao Zedong déclare alors aux délégations africaines en visite à Pékin que la tâche africaine est de lutter contre l'impérialisme. C'est aussi à ce moment que la Chine commence à s'éloigner de Moscou, jugeant la politique soviétique en Afrique trop prudente et trop distante des luttes anticoloniales. Pékin, de son côté, adopte une ligne plus radicale. En 1963, la politique africaine de la Chine entre dans une nouvelle phase. Mao Zedong élabore la théorie des deux zones intermédiaires, dénonçant une prétendue collusion américano-soviétique. Cette théorie sert de cadre idéologique à la stratégie chinoise qui vise à promouvoir en Afrique une version jugée plus authentique du marxisme-léninisme. Entre la fin de 1963 et le début de 1964, Zhou Enlai entreprend une vaste tournée diplomatique dans 10 pays africains, représentant près de 40% de la population du continent. Ce voyage a pour objectif de renforcer l'influence chinoise et de construire un large front uni avec les États africains. C'est d'ailleurs lors de sa visite au Ghana de Kwame Nkrumah qu'il présente les 8 principes de l'aide économique et technique chinoise qui marquent le lancement d'une politique d'aide à grande échelle. À partir de 1965, cette politique se radicalise encore davantage. La révolution culturelle vient accentuer cette tendance. L'Afrique devient alors un terrain de projection du discours chinois sur la révolution mondiale. Mais à la fin des années 1960, le contexte international change profondément. Les relations sino-soviétiques se détériorent après l'incident frontalier en 1969. L'URSS devient désormais l'ennemi principal. Dans ce cadre, Mao opère un tournant stratégique majeur, amorçant un rapprochement avec les États-Unis. En Afrique, les désordres diplomatiques causés par la révolution culturelle conduisent Pékin à adopter une approche plus pragmatique. La Chine renonce à faire du continent le foyer de la révolution mondiale et cherche désormais à établir des relations dites ordinaires avec les États africains,
sans se laisser freiner par leur orientation politique. Le rétablissement du siège de la Chine à l'ONU en octobre 1971 ouvre la voie à une expansion diplomatique sans précédent sur le continent africain. L'aide économique et technique chinoise s'intensifie fortement. Cependant, vers la fin de la période maoïste, on observe un certain essoufflement. Sur le plan idéologique, la naissance de la théorie des trois mondes ne résout pas les contradictions. Le rapprochement avec les États-Unis fragilise la légitimité révolutionnaire de la Chine, tandis que l'aide internationale atteint, au milieu des années 1970, un seuil critique qui appelle une réévaluation stratégique. En résumé, entre 1955 et 1976, la politique africaine de la Chine s'inscrit avant tout dans la continuité de sa stratégie globale pendant la guerre froide. Elle ne répond pas à des enjeux spécifiquement africains, mais plutôt aux priorités du Parti communiste chinois dans son affrontement avec les grandes puissances impérialistes et révisionnistes. L'Afrique n'est donc pas perçue comme une région dotée d'une autonomie stratégique propre, mais comme une composante d'un ensemble plus large, celui du tiers-monde. Toutefois, cette perspective soulève une question importante. Si la politique africaine de la Chine s'inscrit dans une logique mondiale de guerre froide, comment prend-elle en compte les réalités régionales d'un continent aussi diversifié? Et plus précisément, le facteur français, autrement dit l'influence de la France dans les anciennes colonies, joue-t-il un rôle dans la façon dont la Chine agit concrètement en Afrique subsaharienne? Je voudrais maintenant vous présenter plus concrètement les formes que prend l'influence chinoise en Afrique subsaharienne et française pour mieux comprendre l'impact réel ou parfois imaginé du facteur français dans son développement. Cette influence s'exprime à travers plusieurs dimensions: la diplomatie, la subversion, l'aide au développement et la propagande. En effet, l'établissement des relations diplomatiques avec les pays africains constitue, pour Pékin, euh, à la fois un objectif stratégique et une nécessité pratique. Au-delà de la rivalité Est-Ouest, l'un des principaux enjeux pour la Chine dans les années 1950 et 1970 est sa compétition de légitimité avec Taïwan, et c'est justement en Afrique, et notamment dans les pays francophones issus de l'ancien empire colonial français, que cette compétition s'est jouée de manière la plus visible. De la fin des années 1950 au début des années 1960, Pékin avance prudemment. Les premiers contacts se font dans un contexte encore flou. Puis, entre 1964 et 1965, une vague diplomatique modeste, mais réelle, se produit, marquée notamment par la grande tournée africaine de Zhou Enlai. Cette période correspond à une phase d'expansion rapide de la présence chinoise sur le continent, avant un certain reflux pendant la révolution culturelle, puis une nouvelle percée à partir de 1971 dans le cadre de la réorientation de la stratégie mondiale de la Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Pékin perçoit le rôle de la France dans cette région. La Chine n'a jamais développé de stratégie clairement définie envers la France. Au contraire, elle la considère davantage comme un partenaire potentiel au sein d'un front anti-hégémonique, qu'un rival colonial. La France, en effet, est perçue comme une puissance occidentale certes, mais capable de contester l'hégémonie américaine. Depuis la reconnaissance diplomatique de 1964, Pékin évite donc soigneusement toute relation directe avec Paris en Afrique. On observe même quelques signes de coopération comme la proposition chinoise d'aide conjointe en République centrafricaine en 1905. Les échanges restent rares et souvent indirects, mais ils existent, ce qui montre que la Chine adopte à l'égard de la France une diplomatie de retenue et de prudence, soucieuse de préserver un consensus autour du tiers-monde. Du côté français,
Cependant, la perception est bien différente. La France voit dans la Chine une menace pour son influence traditionnelle en Afrique francophone. Une phrase prononcée par un diplomate français résume bien ce sentiment. Euh, je vous lis la phrase. La doctrine chinoise sur l'indépendance des nations, petites ou grandes, ne peut que s'opposer aux relations privilégiées entre la France et les pays africains. On dit, le principe maoïste d'autonomie nationale vient directement remettre en cause la logique néocoloniale de la France-Afrique. Une autre dimension essentielle de la présence chinoise est ce qu'on appelle la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire le soutien apporté par Pékin au mouvement de libération nationale. Dans les années 1950 et 1960, l'Afrique francophone est particulièrement marquée par les luttes armées. La guerre d'Algérie au nord, la guérilla de l'Union des populations du Cameroun, du PC, au centre. Ces deux foyers de résistance révèlent la fragilité croissante de la domination française et retiennent naturellement l'attention de Pékin. La Chine fait alors de ce soutien au mouvement révolutionnaire un axe central de son action internationale. Le cas du Cameroun est particulièrement révélateur. Dès 1956, l'UPC entre dans la lutte armée et entre 1960 et 1962, quatre groupes de combattants, soit 38 guerrieros, sont envoyés en Chine pour y recevoir une formation militaire et idéologique. C'est en quelque sorte la première exportation du modèle révolutionnaire maoïste en Afrique subsaharienne. Cet épisode, que j'ai étudié en détail dans mon article à paraître en décembre dans la revue Monde, illustre parfaitement le caractère expérimental de la diplomatie révolutionnaire chinoise. Même si cette expérience reste limitée et n'aboutit pas à une implémentation durable, elle joue un rôle symbolique fort. Elle alimente l'image d'une Chine subversive, prête à encourager la décolonisation violente, ce qui inquiète à la fois les régimes africains modérés et les autorités françaises. Les accusations d'infiltration chinoise émanent alors du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Niger et ou encore du Gabon, tous alliés proches de la France. Mais c'est surtout sur le terrain de l'aide économique que la compétition franco-chinoise devient la plus directe. Pendant la guerre froide, l'aide internationale est un outil de rivalité entre grandes puissances. Les États-Unis et l'URSS cherchent à diffuser leur modèle de développement, tandis que la France et le Royaume-Uni tentent de préserver leur influence dans leurs anciennes colonies. La Chine, quant à elle, voit dans l'aide un instrument de sa diplomatie évolutionnaire, une dépense euh, stratégique indispensable. En Afrique subsaharienne, le premier partenaire de la Chine est la Guinée de Sékou Touré, dès 1959. Pékin y envoie deux lots de riz, le premier de 5 000 tonnes et le deuxième de 10 000 tonnes, puis finance son tout premier projet industriel en Afrique, la manufacture de tabac et d'allumettes de Conakry, conçue et construite entre 1961 et 1964. Zhou Enlai qualifie ce projet de premier coup lancé en Afrique. Et ce coup est réussi. Le modèle chinois de coopération à la fois modeste, concret et symboliquement fort fait forte impression. La Guinée et le Mali deviennent ainsi les deux laboratoires de la politique d'aide chinoise. Pékin y finance des projets agricoles et industriels légers, ainsi que des infrastructures publiques. L'un des aspects clés de cette politique est la lutte contre les vestiges du colonialisme français. Par exemple, lors de la mise en production de la manufacture de tabac et d'allumettes, la Chine met en place un système de production forfaitaire, c'est-à-dire une prise en charge complète de conception, construction et formation, qui empêche
le gouvernement guinéen de recourir à des entreprises françaises. Cette stratégie ne passe pas inaperçue. Au Mali, par exemple, la Chine remporte le contrat du combinat textile de Ségou au détriment des Français. L'ambassade de France à Bamako admet alors avoir perdu une opportunité majeure au profit de la Chine, tout en critiquant, sans doute par réflexe diplomatique, la qualité du matériel chinois. Ce succès de Pékin tient à deux facteurs. D'abord, l'efficacité de mise en œuvre très rapide et visible. Ensuite, les conditions avantageuses, souvent sans intérêt ni remboursement à court terme. Mais plus que l'aspect économique, c'est la portée politique de cette aide qui inquiète la France. Elle symbolise une alternative possible à la coopération française et donc une remise en cause du monopole de la France-Afrique. Enfin, la dernière dimension de l'influence chinoise, c'est la propagande, ou si l'on veut être plus neutre, la diffusion idéologique. Il faut pourtant relativiser. Les moyens chinois de l'époque restent très limités. La France, de son côté, dispose d'un appareil de coopération très complet, économique, militaire, linguistique, culturel, euh, monétaire, etc., qui lui permet de maintenir une influence systématique sur l'Afrique française. L'impact réel de la Chine, comparé à celui de la France, est donc modeste. Mais sur le plan symbolique et idéologique, l'influence chinoise est considérable. Sa propagande repose sur une image d'efficacité, de discrétion et de désintéressement qui contraste fortement avec la lourdeur du dispositif français. Cette image séduit une partie des élites africaines, notamment les jeunes. La Chine fait de cette jeunesse une cible privilégiée de sa diplomatie populaire en accueillant des étudiants africains en Chine, en soutenant les organisations progressistes et en diffusant sa presse et ses films en Afrique. Mais les résultats sont contrastés. Beaucoup d'étudiants africains se sentent déstabilisés par un système éducatif chinois très politisé et idéologique. En revanche, la Chine trouve un terrain plus favorable en Afrique même. Au Congo-Brazzaville, après 1963, Pékin soutient activement la presse révolutionnaire et la jeunesse progressiste dans le cadre d'une véritable diplomatie de masse. Ces expériences s'inscrivent dans le contexte particulier de la révolution culturelle. Elles traduisent une approche militante, souvent radicale et difficilement soutenable sur la durée. Malgré tout, du point de vue français, cette montée en puissance chinoise en Afrique représente une concurrence sérieuse qui dépasse le simple cadre idéologique de la guerre froide. Elle préfigure déjà ce que certains appellent aujourd'hui un piège de Thucydide, c'est-à-dire la tension croissante entre une puissance établie et une puissance émergente. Et dans les années 1960 et 70, cette rivalité s'exprime très concrètement, notamment au Mali, qui devient le principal théâtre des frictions sino-françaises en Afrique subsaharienne ex-française. Le Mali de Modibo Keïta, entre 1960 et 1968, est un cas particulièrement révélateur pour comprendre les premières réactions françaises face à l'arrivée de la Chine dans une région considérée comme leur précaré. Il faut rappeler, sous Modibo Keïta, le pays adopte un régime qui revendique une indépendance réelle et la construction d'un socialisme à la malienne, fondé sur l'émancipation politique, économique et culturelle. Alors, je ne vais pas vous assommer avec toute la liste des domaines de coopération entre la Chine et le Mali. Durant cette période, il y en a beaucoup, mais je voudrais qu'on se concentre sur l'essentiel. Pourquoi, dans les premières années, la France considère la Chine comme un concurrent sérieux au Mali? Entre 1960 et 1963, les autorités françaises observent avec une vigilance constante les débuts de la coopération sino-malienne.
Elles sont irritées à la fois par les critiques de la Chine contre la politique coloniale française et par l'influence croissante de Pékin sur le gouvernement de Bamako. Même si cette coopération n'en est qu'à ses balbutiements, la France adopte déjà une attitude prudente et méfiante, sans cacher son hostilité. Ce qui inquiète le plus Paris à ce moment-là, ce n'est pas encore l'aide économique chinoise, difficile à mesurer et encore limitée, mais l'impact idéologique. Les diplomates français craignent la diffusion du modèle chinois qui pourrait séduire les jeunes États africains en quête d'un développement autonome. Au Mali, il note d'ailleurs la formation d'un véritable clan chinois au sein du gouvernement et identifie le ministre du Développement rural, Sékou Badian Kouyaté, comme le meilleur apologiste de la Chine. À partir de 1964, cette influence devient beaucoup plus visible. Les visites officielles se multiplient entre Pékin et Bamako, au point que les diplomates français parlent de l'année chinoise du Mali. L'événement le plus marquant, c'est bien sûr la visite de Zhou Enlai au début d'année à Bamako. Les Français prêtent une grande attention à cette visite, d'autant plus que circulent des rumeurs sur une aide chinoise à la construction d'une route transsaharienne reliant le Mali à l'Algérie par le tronçon Gao-Alger. Sur le plan idéologique, le modèle chinois attire de plus en plus de responsables maliens. Modibo Keïta lui-même se rend à deux reprises à Pékin en 1964, en septembre puis en novembre, et ses visites débouchent sur la signature d'un traité d'amitié et d'un accord de coopération entre les deux pays. Et l'année suivante, en 1965, la rivalité s'intensifie avec la mise en chantier du combinat textile de Ségou, un projet que la Chine finance plus rapidement que la France et qui devient un symbole de sa présence économique en Afrique de l'Ouest. Aux yeux de Paris, la Chine n'est plus simplement un partenaire encombrant, mais un rival direct capable de concurrencer la France sur son propre terrain. Cette inquiétude française s'accentue encore entre 1966 et 1968, au moment où la situation politique malienne se radicalise. Les diplomates français sont convaincus que la Chine soutient les courants les plus radicaux au sein du parti unique l'USRDA et qu'elle encourage à la rupture avec les positions modérées du début de la décennie. Paris partage alors la lecture de plusieurs États d'Afrique francophones, notamment Léopold de Sédar Senghor du Sénégal et Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Tous estiment que le Mali est devenu, après 1966, le principal bastion de la Chine en Afrique de l'Ouest. Selon eux, la Chine, après ses échecs dans d'autres pays africains, cherchera désormais à manifester a intensifié ses efforts au Mali pour saper les positions françaises dans la région. C'est dans ce climat que l'ambassadeur français Pierre Pellin en vient, en 1967, à se demander ouvertement si Pékin ne cherche pas à brouiller les cartes entre le Mali et la France. Alors, on peut se demander, est-ce que ces soupçons français étaient fondés? À un certain niveau, oui. En fait, à cette époque, la France essaye justement de reprendre la main sur le plan monétaire après que le Mali a quitté la zone franc en 1962 et créé sa propre monnaie nationale, le franc malien. C'est un acte fort d'indépendance, mais aussi un pari risqué. Le pays se retrouve isolé sur le plan idéologique et souffre de graves déséquilibres financiers. Et c'est là que la Chine intervient. Entre 1963 et 1967, elle accorde au Mali plusieurs prêts en devises convertibles et apporte un soutien crucial au gouvernement de Modibo Keïta. Voici un tableau de ces prêts.
Grâce à ces aides, le Mali parvient à résister aux crises économiques et financières qui découlent de sa réforme monétaire, tout en se maintenant à distance de la tutelle française. Pour Paris, ces prêts constituent un véritable défi. La Chine apparaît désormais comme l'acteur extérieur qui empêche la France de récupérer le Mali. Et cela arrive au moment même où des négociations monétaires franco-maliennes souffrent en février 1965, dans l'espoir de réintégrer Bamako dans la zone franc. Mais ces négociations sont suspendues dès juin 1965. Face à ce blocage, la France choisit une stratégie d'attente, convaincue que la détérioration de la situation économique malienne finira par pousser Bamako à faire des concessions. Or, au lieu de se tourner à nouveau vers Paris, les dirigeants maliens se rapprochent de Pékin, qui devient alors une véritable solution de rechange. Rien qu'en 1965 et 1966, la Chine signe quatre accords de prêt avec le Mali. Elle est alors le seul pays à accorder un soutien financier direct au gouvernement malien. Cette dépendance financière nouvelle inquiète les Français. Ils redoutent que le Mali ne bascule complètement dans le camp communiste et surtout qu'il ne s'éloigne définitivement du système monétaire ouest-africain dominé par Paris. Mais finalement, l'aggravation de la crise financière du Mali retourne à la France une fenêtre d'opportunité. Du 26 octobre au 29 novembre 1966, des négociations informelles se tiennent à Paris. Elles débouchent sur un consensus autour des points essentiels. En janvier 1967, les discussions officielles reprennent et le 15 février 1967, un accord monétaire franco-malien est signé. Concrètement, le Mali s'engage à réintégrer l'Union monétaire ouest-africaine et à renoncer progressivement à sa souveraineté monétaire en échange d'une aide financière française et de la convertibilité du franc malien. Pour la France, c'est un succès stratégique majeur. D'abord, cet accord permet de réduire la dette du Mali envers la Chine, qui devient alors beaucoup moins influente sur le plan financier. Ensuite, il limite les échanges commerciaux entre le Mali et les pays communistes, ce qui contribue à freiner l'expansion économique chinoise dans la région. Les résultats sont visibles très vite. Même si la Chine devient en 1967 le premier fournisseur du Mali, la France reprend sa place dès le premier semestre de 1968. Bref, au Mali de Modibo Keïta, les tensions entre la Chine et la France dépassent largement le modèle de coexistence prudente qu'on observe ailleurs en Afrique. La présence chinoise y est perçue par Paris comme un obstacle majeur à la réintégration du pays dans son système d'influence, notamment par le biais de la zone franc. Cependant, malgré ses ambitions, la Chine ne parvient pas à offrir au Mali de solutions économiques durables. Le principe maoïste de se développer en comptant sur ses propres forces ne suffit pas à résoudre les crises structurelles du pays ni à surmonter les pressions extérieures et les divisions internes. Ainsi, la Chine n'apparaît pas comme une menace réelle tant que la France réussit à utiliser ses instruments financiers, en particulier l'outil monétaire, pour neutraliser l'influence de Pékin. Le caractère exagéré de la menace chinoise par les diplomates français devient encore plus visible pendant les premières années du régime euh, militaire, arrivé au pouvoir en novembre 1968 après un coup d'État. Nous allons voir comment la France réagit face à la reprise de la libération de la coopération sino-malienne,
puis comment les tensions entre la Chine et et la France vont peu à peu se dissiper au Mali en particulier et en Afrique en général. Les relations étroites qu'entretenaient la Chine et le Mali sous Modibo Keïta, ainsi que certaines politiques radicales menées vers la fin de son mandat, suscitent une profonde méfiance envers la Chine au sein du comité militaire de libération nationale, le CMLN, dirigé par Moussa Traoré. Les relations entre les deux pays connaissent donc un net refroidissement entre 1969 et 1970. Il faut attendre la fin de 1970, alors que le régime militaire prépare un plan triennal de redressement économique pour voir les premiers signes d'un réchauffement des relations sino-maliennes. Ces signes se concrétisent avec la première visite en Chine du capitaine Charles Samba Sissoko, ministre malien des Affaires étrangères. Le 16 décembre 1970, la délégation malienne arrive à Pékin et signe un nouvel accord de coopération économique et technique avec la Chine. Le Mali obtient à cette occasion un moratoire sur sa dette et l'engagement de la Chine à poursuivre les accords de coopération déjà en cours. Malgré les réticences de certains membres du gouvernement malien à propos de ces résultats, la coopération sino-malienne, interrompue depuis novembre 1968, connaît ainsi une reprise évidente. Cette tendance se renforce encore avec la deuxième visite du capitaine Sissoko en Chine. En avril 1971, les voix favorables à un renforcement de la coopération sino-malienne l'emportent alors au sein du CMLN. Le gouvernement malien décide de présenter à la Chine plusieurs demandes de financement pour des projets inscrits dans le plan triennal, notamment le barrage de Manantali, considéré comme un projet clé pour l'industrie malienne. À cette demande formulée par le capitaine Sissoko, le gouvernement chinois donne un accord de principe, sous réserve d'études techniques et financières qui doivent s'étaler sur 2 ans. La possible participation de la Chine à la construction du barrage de Manantali inquiète les Français. Ils craignent une stratégie de grands projets qui rappellerait en Afrique de l'Ouest celle du chemin de fer Tanzanie-Zambie en Afrique de l'Est. Pour les diplomates français, cela constitue une occasion de persuader Paris de réagir face à ce qu'ils perçoivent comme une réapparition du danger chinois. Alors, pour ces diplomates, notamment le nouvel ambassadeur Louis Dallier, quels sont les véritables dangers de cette soi-disant offensive chinoise au Mali? Premièrement, Dallier ne se dit pas tant préoccupé par un possible alourdissement de la dette extérieure du Mali que par le risque de voir le pays revenir sur la voie tracée par Modibo Keïta. Selon lui, si le CMLN accepte de nouveaux prêts de la Chine, le Mali pourrait retomber dans l'orbite de Pékin, ce qui permettrait à la Chine de remettre en cause les accords monétaires franco-maliens. Deuxièmement, sur le plan politique, certains développements internes au Mali sont jugés préoccupants. Au sein du CMLN, deux membres considérés comme pro-français sont écartés. Louis Dallier y voit le risque d'un retour du socialisme scientifique de l'époque Modibo Keïta. Troisièmement, pour la France, le rétablissement de l'influence chinoise au Mali aurait des conséquences sur la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Les observateurs français pensent que pour Pékin, le Mali pourrait servir de voie d'accès vers le Sénégal, point central du système de la France-Afrique. Ainsi, les visées politiques de la Chine dans la région ne doivent pas être sous-estimées. Mais euh, au-delà de ces arguments, la reprise rapide de la coopération sino-malienne révèle surtout les faiblesses de la politique française au Mali depuis 1968.
à savoir une attitude attentiste après le coup d'État, une rigueur excessive sur les questions financières, la lenteur des investissements privés français et une coopération publique qui peine à s'élargir. Face à cette situation, Louis Dallier propose en mai 1971 au gouvernement français 5 mesures concrètes pour contrer la menace chinoise et renforcer la présence française au Mali. Le président Georges Pompidou les approuve toutes en juin 1971 et leur application est immédiate. On observe alors une mise en place rapide d'une coopération franco-malienne plus étroite. En 1973, alors que la France renforce sa position dominante au Mali par une augmentation substantielle de son aide, l'hostilité qui marquait jusque-là les relations sino-françaises en Afrique semble s'être complètement dissipée, au moins jusqu'à ce que la Chine devienne un concurrent économique véritable. Ce phénomène, en apparence surprenant, s'explique pourtant assez simplement. Sous Modibo Keïta, la coopération sino-malienne visait à éliminer les derniers vestiges du colonialisme français, mais dans les années 1970, les priorités de la Chine changent. Pékin oriente désormais ses efforts vers la lutte contre l'impérialisme social, c'est-à-dire contre l'influence de l'Union soviétique. Du côté chinois, dès 1964, on observe déjà des signes de bonne volonté envers la France. Dans les années 1970, cette tendance s'affirme et devient une véritable volonté d'accommodement de la politique africaine française. Contrairement à la décennie précédente, la presse chinoise évite désormais toute critique ouverte de la politique africaine de la France. La Chine adopte même une attitude plus conciliatrice, encourageant la coopération nord-sud et invitant la France à jouer un rôle constructif dans le développement du Sud. De son côté, la France, après le retour du Mali dans son orbite d'influence, symbolisée par la visite officielle de Moussa Traoré à Paris en avril 1972, se montre plus sereine face aux initiatives chinoises. La Chine n'est plus considérée comme un perturbateur par les diplomates français au Mali. Les bonnes relations bilatérales entre Paris et Pékin influencent aussi cette évolution. Mais c'est surtout le changement d'attitude de la Chine envers la présence française en Afrique qui rassure les diplomates français. Enfin, même s'il n'existe pas de véritable zone d'accord entre les deux puissances sur le continent, les autorités françaises observent une tendance au rapprochement marquée par une coexistence plus pacifique et un certain respect mutuel de leurs positions respectives. Je vais m'arrêter ici avec une conclusion très brève. Si l'on regarde les interactions sino-françaises en Afrique subsaharienne ex-française entre 1958 et 1976, on constate que la concurrence reste en réalité assez limitée et qu'elle est marquée par une certaine retenue stratégique des deux côtés. Certes, les interventions chinoises ont permis à Pékin de gagner en visibilité et de renforcer ponctuellement son influence sur le continent, mais son impact global demeure mesuré. Il ne remet ni en cause la position dominante de la France, ni l'ordre régional hérité de la période coloniale. La Chine fait preuve, dans sa rivalité avec Paris, d'un pragmatisme réel qui vient tempérer l'idéologie maoïste. Sur le plan géopolitique, depuis 1964, aucune confrontation directe n'a opposé les deux puissances en Afrique, même dans les contextes sensibles, comme en Mali, où les autorités françaises reconnaissent pourtant l'existence d'un défi venu de Pékin. En réalité, la Chine ne perçoit pas la présence française comme une menace à contrer. Elle ne développe donc pas de stratégie explicite de contre-influence.
et préfèrent avancer dans un cadre de coexistence tacite. Du côté français, la perception est tout autre. Paris voit dans cette présence chinoise le signe d'une montée en puissance, encore secrète, encore discrète, mais déjà significative, d'un nouvel acteur du Sud face à une puissance occidentale établie. En réaction, la France adopte une stratégie secrète de containment, cherchant à retarder la reconnaissance diplomatique de Pékin par les régimes modérés ou à limiter son influence dans des pays comme la Guinée, le Mali, le Congo-Brazzaville ou la Mauritanie. Dans les faits, la Chine est perçue moins comme un concurrent économique que comme un adversaire politique potentiel. Et la fameuse rhétorique de la menace chinoise sert souvent, du côté français, à justifier le renforcement de sa propre présence en Afrique francophone. Voilà donc quelques éléments de réflexion qui peut-être font écho à la situation actuelle. Les relations sino-françaises en Afrique restent aujourd'hui à la fois compétitives et complémentaires, mêlant rivalité d'influence et coopération pratique. Je m'arrête là et je serai très heureux d'entendre vos remarques, vos critiques et vos questions éventuelles. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet exposé extrêmement clair. Je dirais d'emblée que je ne peux pas euh, aller dans le sens de votre conclusion, à savoir qu'il y aurait que la période actuelle serait de fait comparable à la période que vous venez de traiter avec brio. Ce qui m'a frappé dans cet exposé, c'est d'un côté ce que vous dites du Mali. C'est tout à fait intéressant et de mon point de vue, c'est tout à fait nouveau. Je n'étais pas du tout, je n'avais pas du tout suivi ces aspects-là et la façon dont vous le démontez de façon précise est tout à fait passionnante. Mais ça me fait venir immédiatement une remarque que j'avais par rapport à l'ensemble, c'est-à-dire que j'aurais besoin de pouvoir relativiser un grand nombre d'affirmations que vous avez pu faire. Alors, je suis tout à fait d'accord quand vous parlez de symbolisme à propos de l'action politique, etc. euh, Parce qu'il faut quand même se remettre dans la période, la Chine à l'époque, c'était quand même un pays très faible, un pays très pauvre, et il disposait de ce fait très peu de moyens pour effectivement avoir un rôle, une importance économique, une aide économique à tous ces pays. Je me souviens toujours d'un document que j'avais retrouvé un jour sur la réception d'une aide qui avait été faite au gouvernement algérien, qui était composée d'un certain nombre de kilos de poivre, de pelles et de cartouches. Alors, c'était comme c'était quand c'était fait en 1958, une grande pénurie chinoise, mais il y avait ce geste. Le geste était plus important que, et le symbole, hein, que l'apport économique que ça pouvait être. Donc, dans toute cette période-là, il devient très important de pouvoir mettre les choses en perspective, si possible, pouvoir effectivement chiffrer l'importance de cette aide et ce qu'elle représente tant pour la Chine que pour les pays africains. Et c'est là où on revient directement à ce que je disais. Ça pouvait être à l'époque très important pour la Chine, beaucoup moins important pour les pays africains, alors qu'aujourd'hui, tous les gestes que peut avoir la Chine sont peu importants économiquement pour la Chine, mais très importants pour l'Afrique. Hein, donc, il y a là un basculement qui montre bien qu'on est passé d'une période à une totalement différente, à une période totalement différente. Bon, donc, c'est ce besoin de relativiser ou de remettre en perspective, vous le suggérez. Hein, entre autres, quand vous dites que le comportement que la Chine a pu avoir à l'égard des pays sous tutelle, contrôle, ex-colonie française, hein, était relativement différent de ce qu'elle pouvait avoir à l'égard des autres pays. Donc, immédiatement, la question qui vient, c'est dans quelle mesure pouvez-vous décrire cette différence? Et au-delà, on peut se poser aussi la question de savoir, compte tenu toujours du fait que les possibilités
matérielle d'aide que la Chine pouvait avoir était limitée, ben, l'Afrique, par rapport à l'Asie ou par rapport à l'Amérique latine, pourrait effectivement se rendre compte de tout cet ensemble. Et puis, il y a aussi un élément aussi qui relève aussi de la remise en perspective pour bien apprécier le rôle que la Chine a pu jouer ou ne pas jouer à cette époque. Vous citez l'exemple de cette usine enfin, de cette usine de fabrication de tabac et d'allumettes. Bon, c'est un don gouvernemental, mais et, indirectement, ce que vous indiquez, c'est que la France n'a pas fait la même chose. Mais là, on est dans le domaine du politique, avec, dirons-nous, un franchissement vers l'économique. Mais ce qu'il faudrait voir, c'est peut-être que le fait que les entreprises françaises peuvent investir sans pour autant passer par un canal politique. Et donc, vous avez l'influence politique de la France face à l'influence politique de la Chine, mais vous pouvez aussi avoir l'influence des acteurs économiques français vis-à-vis de l'influence des acteurs économiques chinois qui se trouvent de fait être des acteurs, la Chine elle-même. Mais dans ce panorama, on ne peut pas ne pas regarder le fait que les activités économiques ne se limitent pas uniquement aux activités gouvernementales soutenues par les gouvernements, mais aussi des activités qui peuvent être menées par ailleurs par des acteurs privés qui ne s'encombrent pas forcément, dirons-nous, de dictats de leur gouvernement. Hein. Et ça, cet élément-là, c'est un élément qui est de plus en plus important au fur et à mesure que l'on avance. Ça ne veut pas dire que les entreprises françaises ne puissent pas avoir besoin du soutien du gouvernement français. Mais les décisions sont prises par les entreprises et elles ne sont pas envoyées. Donc, lorsque l'on met en avant une activité ou un geste économique d'un pays, il faut se poser la question de savoir si s'il n'y a pas une réponse différente dans un autre ordre, mais aussi économique, qu'il ne faut pas négliger pour pouvoir mettre en balance l'influence économique réelle des pays. Donc ça fait partie des grandes difficultés que nous avons depuis longtemps, hein, parce que c'est à la fois une difficulté conceptuelle et puis une difficulté statistique. Mais à partir du moment où on essaye effectivement d'envisager tous ces éléments-là, ça devient très important de réussir à remettre en perspective. Le gros problème que nous rencontrons dans l'étude des relations aujourd'hui entre l'Afrique et la Chine, c'est notre capacité à remettre en perspective, à relativiser ce que l'on voit, ce que l'on entend. Hein, vous avez parlé de propagande. Les propagandes, elles se font de façon si différente qu'effectivement, il y en a un qui est visible et l'autre qui est invisible aussi. Bon. Ça fait partie d'une stratégie et ça fait aussi, ça empêche ou ça occulte un certain nombre de possibilités de remettre en perspective. Donc, si vous voulez, je reviens à ce que à partir des éléments que vous avez pu rassembler, euh, dans quelle mesure, déjà, le cas du Mali est-il unique ou bien s'est-il répété ailleurs, au même moment ou à un autre moment du temps? La stratégie chinoise à l'égard de l'Afrique, à l'égard de la France en Afrique est-elle différente? Comment? Et la stratégie globale de la Chine sur la planète, toujours à cette période, est-elle différente en Afrique de ce qu'elle est en Asie ou en Amérique latine? Je vous envoie là directement 4 ou 5 sujets de thèse. Hein. Vous y répondez au mieux, mais je ne pense pas que vous puissiez répondre totalement à tout ça. Merci beaucoup pour ces remarques très inspirantes. Euh, si j'ai bien retenu, il y a en total trois ou quatre, cinq questions, mais je vais essayer de répondre. La première sur euh, si je peux résumer une comparaison entre la politique chinoise en Afrique euh, de 1958 à 1976, c'est-à-dire la période maoïste, et celle de la période de la réforme économique
post 1980. En effet, il y a tout à partir de 1978, avec la réforme et l'ouverture de la Chine, euh, sa politique envers l'Afrique diffère très largement. Euh, à l'époque de Mao, la politique africaine de la Chine est motivée surtout par les considérations idéologiques, c'est-à-dire de sécuriser les partenaires potentiels pour former un front uni international, d'abord pour contrer les menaces impérialistes, colonialistes représentées surtout par les États-Unis. Et puis à partir de 1970, contre les menaces de l'impérialisme social représenté par les soviétiques. Et à partir de, euh, mon étude s'arrête à l'année de la mort de Mao Zedong en 1966, 76. Et c'est à partir de là que la Chine, euh, euh, domestiquement, s'affronte à un défi majeur, c'est-à-dire comment la Chine peut élever le niveau de vie de sa propre population. Et là, il y a cette nécessité économique qui s'impose. Donc, sa relation avec les pays africains change aussi. Donc, la nature de ces relations devient plus centrée sur les motifs économiques. Et quand on traite les relations avec les pays africains post-1976, les Chinois se demandent toujours euh, est-ce que ces relations m'apportent des opportunités économiquement? Donc, il y a là le changement profond. Et je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Et, et sur la deuxième question sur le cas du Mali, est-ce que le cas du Mali est unique? À un certain niveau, oui. Puisque le Mali était un pays, comment dire, qui oscille entre le camp occidental et le camp communiste. Euh, et elle se tourne après l'indépendance vers le camp communiste pour, euh, pour sa construction du socialisme à la malienne, pour être vraiment indépendant et autonome. Mais sa monnaie, le franc malien, reste un outil imparfait qui lui cause énormément de problèmes économiques et financiers. C'est pourquoi le gouvernement malien cherche son appui partout, en France, oui, avec les négociations monétaires qui s'ouvrent en 1965, mais aussi aux pays occidentaux comme les États-Unis et l'organisation internationale comme le Fonds monétaire international. Et en même temps, ils cherchent toujours les appuis du pays communiste. Mais il y a là un élément qui est très intéressant, c'est-à-dire que avec tous ces appuis ou bien tous ces aides venant de l'extérieur ou des propositions venant de l'extérieur, le Mali n'arrive pas à sortir de son enlisement économique et financier. Il y a là un élément qui me fait poser la question, pourquoi le Mali ne peut pas sortir avec l'aide de la Chine, si importante même pour la Chine qui était un pays qui dispose très peu de moyens, mais qui donne au Mali des aides financières si importantes. Pourquoi euh, j'arrive à donner quelques éléments à cette question, c'est-à-dire que le Mali, d'abord, il ne dispose pas euh, un, un gouvernement unifié, c'est-à-dire qu'il y a quand même des divisions internes qui empêchent
le gouvernement malien de prendre une position très ferme à l'égard des acteurs extérieurs. Et deuxièmement, le système social, économique que prend les Maliens euh, n'est pas n'est pas si parfait, si je puis dire. Il y a toujours les crises et les insuffisances qui lient avec les politiques un peu restrictives. Et troisièmement, la pression française restait quand même très forte. Et ce camalien, on ne peut pas trouver ailleurs, puisque en Guinée, il y a une coupure complète entre le gouvernement de Sékou Touré et celui du général de Gaulle. Donc, c'est un cas complètement à part. Il n'y a pas, même si la Guinée prône aussi une vocation socialiste, mais son lien avec la France est très faible. Donc, il n'y a pas euh, c'est pas un cas très comparable à celui du Mali, puisque le Mali, euh, même si elle évite une relation très étroite avec la France, elle veut quand même bénéficier de l'aide de la France et aussi de la zone franc. Et je n'ai pas très bien compris les questions suivantes. Est-ce que vous pouvez oui. Votre question sur la politique africaine de la Chine est-il différente de celle pratiquée en Amérique latine ou bien en Asie? Euh, je ne vous entends pas très bien. Oui, et aussi le fait que vous affirmez, je veux bien le croire, que la stratégie à l'égard de l'Afrique francophone aurait pu être différente de la stratégie à l'égard du reste de l'Afrique. Oui, Deux éléments-là, il y a- c'est une question que j'ai essayé de répondre dans ma thèse. Et ma réponse, c'est qu'il n'y a pas, au fond, euh, il n'y a pas de politique chinoise spécifiquement définie pour la partie francophone. C'est-à-dire que on dit francophone ou bien en Afrique anglophone ou bien en Afrique arabophone, mais il n'y a pas vraiment une différence, une distinction des actions chinoises. Mais la Chine rencontre tout de même des spécificités régionales qui fait adapter peu à peu ses pratiques euh, dans ces pays. Par exemple, au niveau de la compétition diplomatique avec Taïwan, les pays francophones restent euh, le grand bastion du gouvernement nationaliste à l'époque. Et il y a là une pression pour Pékin de conquérir ces pays. Donc, la Chine a essayé de s'appuyer sur la France à un certain, après les années 64, après son établissement de relations diplomatiques, euh, la Chine essaie de bénéficier de cet nouveau contexte pour conquérir diplomatiquement ces pays, mais elle a échoué, bien sûr. Euh, donc, il y a quand même des spécificités pour la Chine dans ces pays. Et aussi, c'est en l'Afrique francophone que la plupart des pratiques, des politiques chinoises prend sa naissance. Par exemple, la politique d'aide chinoise en Afrique prend sa forme concrète avec la mise en place de la manufacture de tabac et d'allumettes en Conakry. C'est le premier projet d'aide d'envergure de la Chine en Afrique, pas seulement en Afrique subsaharienne, mais en Afrique. Et Sékou Touré était le premier
leaders africains de se rendre en Chine. Donc il y a là vraiment des spécificités euh, que de cette région pour la politique africaine de la Chine. Et aussi sur la question, est-ce qu'il y a eu des différences entre l'Afrique et l'Asie ou bien l'Amérique latine dans le cadre de la stratégie globale de la Chine? Euh, oui, bien sûr, il y a eu euh, beaucoup de différences, mais c'est une question compliquée puisqu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de pays. Mais, euh, mais globalement, ces pays-là figurent dans le cadre des pays de tiers-monde, c'est-à-dire ils figurent d'abord dans la première zone intermédiaire, dans, dans la zone intermédiaire, et puis dans le premier zone intermédiaire à partir de 1963. Donc il y a là, Mao Zedong va dans ces pays euh, euh, une continuité de sa stratégie de front uni. Ce sont des pays qui sont à unir. Donc il y a là un point commun. Et dans les pratiques, bien sûr, il y a eu beaucoup de différences. Oui, Xavier, Oui, bah déjà merci Liu Peng pour cette présentation quand même très riche, hein, qui est passionnante à certains égards. D'autant plus que dans le séminaire, on a rarement en fait invité d'historiens. On n'a pas toujours eu l'occasion de revenir sur les relations un peu historiques entre la Chine et l'Afrique. Donc c'est toujours intéressant de revenir en arrière pour évoquer le présent et puis dans votre cas bah, d'aborder des pays francophones ici qui ont également mis en concurrence déjà à l'époque, dès leur indépendance, voire avant leur indépendance, mis en concurrence l'ex-puissance coloniale avec d'autres, Moscou, Pékin, etc. Donc c'est toujours intéressant de voir que le concept d'agencialité ne date pas d'aujourd'hui. Euh, Vous n'avez pas évoqué Moscou, mais c'est vrai qu'on devrait le faire plus souvent également, puisque l'URSS était quand même un partenaire bah, prioritaire, majeur, primordial de certains États ouest africains, de certains États d'Afrique du Nord, évidemment l'Algérie, puis l'Égypte, le premier État qui était reconnu par Pékin, etc. Donc c'est quand même assez intéressant et je pense qu'il vous reste beaucoup de choses à dire. Donc ça fera peut-être l'objet d'une autre intervention ultérieurement. J'avais quelques questions, Liu Peng, euh, qui ne sont pas les mêmes que celles de Thierry, comme ça vous pourrez répondre différemment. Alors déjà, j'avais des questions sur les réactions, les représentations, les discours chinois officiels euh, relatifs à des événements, on va dire, ouest-africains, maliens notamment, mais pas que. Je pense au coup d'État de Moussa Traoré. Est-ce que la Chine prend position, déclare quelque chose, voilà, fait état d'une position particulière vis-à-vis entre Modibo Keïta et Moussa Traoré? Un peu dans la même veine, est-ce qu'elle prend position parfois, alors j'imagine que non, mais je vous laisse répondre quand même, est-ce qu'elle prend position par exemple aux différents frontaliers entre le Mali et le Burkina Faso, sur la bande Agaché par exemple, ou éventuellement la Fédération du Mali autour de l'indépendance des États ouest-africains? Donc voilà, quelques événements, on va dire, endogènes, internes à cette Afrique de l'Ouest francophone, et une potentielle prise de position discursive, en tout cas de la Chine populaire à l'époque. Plus précisément, peut-être, j'ai également des questions. Alors, je ne sais pas si vous avez étudié les relations potentielles, encore une fois, entre le Parti communiste chinois et le RDA en Afrique de l'Ouest. Est-ce que la Chine, là encore, aide d'une manière directe ou indirecte le Rassemblement démocratique africain, qui est conflictuel, hein, qui est divisé, parce que entre Modibo Keïta, par exemple, Sékou Touré éventuellement, et puis surtout Félix Houphouët-Boigny, on a quand même des positions antagonistes très différentes, y compris à l'égard de la Chine, quand on relit un peu les déclarations de Félix Houphouët-Boigny ou de ses ministres des Affaires étrangères à l'époque. La Chine populaire n'est pas vraiment très bien vue, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on a quand même des positions très antagonistes au sein du RDA. Et est-ce que la Chine, voilà, soutient, aide à une position particulière vis-à-vis du RDA? J'avais une autre question plutôt sur le Mali cette fois.
parce que de mémoire, hein, j'avais étudié le Mali, mais ça fait quasiment 20 ans maintenant. La Chine populaire a également monté une usine de tabac et d'allumettes à Bamako. Donc, est-ce que c'est un petit peu le petit frère ou la petite sœur de celle de Conakry ou pas? Est-ce que c'est un petit peu dans le même cadre? Et, euh, et dans ce contexte-là, est-ce que la Chine a joué un rôle dans l'Office du Niger au Mali, qui était quand même l'une des structures les plus puissantes, les plus stratégique, on va dire, surtout d'un point de vue agricole, évidemment, de Bamako, mais pas que de Bamako. Euh, donc voilà, et puis deux petites questions pour finir, ou trois si je suis gourmand. Euh, Est-ce que vous avez étudié un petit peu la Mauritanie? Parce que en Mauritanie, c'est quand même assez intéressant. On a un pays frontalier du Sénégal, évidemment, du Mali, etc. Et, euh, et donc, on a quand même des projets chinois. Alors, ils sont peu nombreux quand même en Mauritanie, mais à l'époque. Mais on va quand même avoir le port de Nouakchott qui va être financé, construit par la partie chinoise. Un pied de nez certainement à la France, j'imagine à l'époque. Et dans ce cadre-là, bah, en fait, on passe de petites unités industrielles manufacturières, Mali, Burkina, enfin pas Burkina, pardon, Guinée, etc., à de grands projets infrastructurels beaucoup plus coûteux, avec en point d'orgue évidemment le Tazara, le Tanzam, en Afrique australe. Mais est-ce que vous avez étudié un petit peu ce passage, comment Mao, le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, a changé un peu de paradigme hein, dans son aide, dans sa coopération, dans ses projets qui deviennent gros, pour le résumer ainsi. Et puis, une dernière question, parce que je sais, pour avoir été à votre soutenance, que vous avez étudié les archives du Parti communiste français, de la CGT. Et je voulais savoir si, bah, justement, les Français, le PCF comme la CGT, avaient des représentations, des positions particulières sur la présence, le rôle de la Chine en Afrique de l'Ouest francophone. Certainement une position qui aurait été disons, plutôt critique, forcément, en soutenant plutôt Moscou et l'URSS à l'époque. Mais voilà, est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez lu notamment des choses intéressantes à ce niveau-là de la part voilà, de la CGT, du PCF? Bon. Beaucoup de questions, donc je vous laisse répondre, Lupin. Merci beaucoup pour ces questions très intéressantes et euh, j'avoue que je ne peux pas vous répondre toutes et tous, mais je vais quand même essayer de le répondre avec le plus grand détail. Pour la première question, pour les réactions chinoises aux événements ouest-africains, notamment le coup d'État malien en 1968, les conflits frontaliers maliens-burkinabés à l'époque, la Haute-Volta, et la constitution et l'évolution de la Fédération du Mali. Et pour le premier, oui, j'avais lu dans les archives chinoises, Zhou Enlai, en fait, a parlé de ce coup d'État lors de sa conversation avec le Premier ministre congolais, Alfred Raoul, que, en fait, il attribue ce coup d'État à une mauvaise gestion de Modibo Keïta sur l'armée malienne. C'est-à-dire, euh, il dit qu'il a conseillé au président Keïta en 1964 que pour contrer les menaces impérialistes, il faut que vous preniez en main l'armée et c'est la chose la plus importante pour sauvegarder votre pouvoir. Mais apparemment, Modibo Keïta a mis en place un système euh, de, de paramilitaires, c'est-à-dire les milices. Les milices à partir de 1966-67. Et, euh, et en fait, la construction et la mise en place de ces milices a eu des concours chinois. Mais, Zhou Enlai regrette vraiment ce coup d'État qui n'est pas du tout au goût des Chinois, puisque ça nuise la stabilité de la présence chinoise en Afrique de l'Ouest, puisque le Mali était quand même un partenaire très cher pour la Chine. Donc, c'est pourquoi il prononce ces mots au Premier ministre congolais. Et sur
le conflit frontalier malo-burkinabé, euh, je, j'avoue que je n'ai pas lu les ouvrages, les archives en la matière. Donc, je ne peux pas vous répondre à cette question. Et sur la Fédération du Mali, euh, c'était en 1959. Donc, c'est à peine que la Chine entre sur la scène africaine. La Chine ne distingue, ne- n'est pas encore très familière avec les situations en Afrique. Donc, il ne peut-être elle n'était pas très au courant de ce qui se passe au sein de la fédération, mais euh, à la déclaration de la fédération, la Chine euh, envoie des messages de félicitations et souhaite un rétablissement des relations diplomatiques immédiats, mais ce sont les conflits internes au sein de la fédération qui empêchent la fédération du Mali de donner un accord à cette demande chinoise. Et c'est à partir de la rupture interne que les deux pays, Sénégal et Mali, prennent les différentes positions vers la Chine. Le Sénégal aussi entre la thèse de Chine. Et le Mali procède à un établissement très rapide en octobre 1960. Et sur la deuxième question sur les relations du Parti communiste chinois et la RTA, le RTA, euh, en fait, le RTA est un rassemble des partis nationalistes. À l'époque, mais il est plutôt actif dans les années euh, 40 et 50. Euh, Même après 1960, Houphouët-Boigny a réussi à garder une certaine contrôle sur les autres pays dits modérés, mais avec le cas du Mali et le cas de la Guinée, même avant les indépendances, il y a déjà une scission ou bien des conflits interpersonnels entre Houphouët-Boigny, Sékou Touré et Modibo Keïta. Donc, la Chine ne considère pas donc le RTA de Houphouët-Boigny comme un parti progressiste. En revanche, avec le Parti démocratique guinéen et l'URCRTA, c'est-à-dire l'Union soudanaise RTA, la Chine les approuve, les considère comme des vrais partis progressistes et leur apporte des soutiens tangibles. Mais avec le RTA de Houphouët-Boigny, il n'y a pas vraiment de relation concrète. Et la troisième question sur euh, l'aide chinoise au Mali. D'abord, l'usine de tabac et d'allumettes à Bamako. Oui, euh, c'est c'est une copie de la manufacture de tabac et d'allumettes en Conakry. Les standards sont les mêmes, les entrepreneurs sont les mêmes. Ce sont le bureau euh, de, de l'industrie légère de Shanghai, de la municipalité de Shanghai, qui entreprend les travaux en Guinée et au Mali. Donc, ce sont pratiquement les mêmes choses. Et c'est juste là que je vois dans la manufacture en Conakry un modèle pour les autres projets en Afrique. C'est pourquoi le projet de Conakry a joué un rôle pionnier, parce ça donne un exemple et, euh, et qui sont copiés ailleurs en Afrique. Et est-ce que la Chine a joué un rôle dans l'Office du Niger qui a été pendant la période coloniale
un instrument de la France et après les indépendances, un instrument d'indépendance pour le Mali. Oui, effectivement, oui. Parce que dans les premières années de la coopération sino-malienne, la Chine envoie des experts agricoles en Mali justement pour travailler dans l'Office du Niger, pour, euh, pour la culture du thé, la culture de la canne à sucre et la culture de du riz. Et, euh, et, euh, et ce lien entre la Chine et le Mali dans le cadre de l'Office du Niger euh, persiste. Euh, à ma connaissance, jusqu'aux années 70, au moment de la reprise des relations sino-maliennes en 1970, euh, ce sont les Maliens qui proposent aux Chinois de, de, de de venir travailler dans l'Office Niger et les promesses généreuses ont donné aux Chinois que les Maliens disent aux Chinois que vous pouvez envoyer jusqu'à 40, non, 400 experts travailler dans l'Office Niger. Et cette dimension-là inquiète beaucoup les coopérants français qui travaillent aussi dans le cadre de l'Office Niger. Et aussi dans le cadre de l'Office du Niger, les Chinois ont mis en place euh, aussi des autres projets, pas seulement agricoles, mais aussi industriels, plutôt industriels légers, mais industriels. Et sur la quatrième question sur la Mauritanie, et surtout le port de l'amitié de Nouakchott, qui a été construit à partir de 1976 et qui a été achevé en 1982 ou 83, si je me rappelle très bien. Et, euh, et 86, si je peux me permettre. oui, oui. Donc, c'est un projet très coûteux et qui, en fait, c'est le deuxième plus grand projet que la Chine a entrepris en Afrique, juste après la Dasara en Afrique de l'Est. Et c'est un projet qui a été très peu étudié. Euh, Moi-même, je voulais travailler sur ce projet, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'archives. Donc, mais effectivement, vous avez très bien dit, il y a un transfert de stratégie de la Chine des petits projets à des projets gigantesques. Euh, c'est un phénomène très intéressant puisque au début des années 1960, la Chine ne dispose pas vraiment de moyens suffisants pour engager ces genres de projets. Mais les Africains, ils avaient toujours l'intérêt de mettre en place les projets gigantesques comme ça. Par exemple, en Guinée, en 1960, dans leur première demande envers la Chine, Sékou Touré euh, a proposé le projet de barrage de Concouré, qui est un projet aussi gigantesque, aussi très, très grande, mais la Chine a refusé parce que la Chine n'était pas d'accord sur ces genres de projet puisqu'il ne disposait pas d'expérience, il ne disposait pas de moyens et il ne connaissait pas très bien le terrain. Mais au fur et à mesure, ces demandes similaires multiplient et la Chine avait l'occasion d'être le leader du tiers-monde et, et aussi, l'économie chinoise s'améliore peu à peu. Donc, c'est justement au milieu des années 1960 que la Chine commence à s'engager dans une stratégie des projets euh, d'envergure, comme, comme le chemin de fer euh, dans un Nizambi. Et aussi, en 1968, la Chine a signé un accord avec la Guinée et le Mali pour la construction d'un chemin de fer, d'un chemin de fer guinéo-malien euh, qui n'a finalement pas abouti avec le coup d'État de 1968. Et
Et la cinquième question sur la perspective française, surtout le PCF et le CGT sur le rôle de la Chine en Afrique. Euh, En fait, au sein du bloc communiste, avec la scission sino-soviétique en 1963, euh, il y a une, il y a une compétition entre les Chinois et les Soviétiques, mais aussi il y a une méfiance, aussi une compétition des communistes français avec les Chinois. Par exemple, en Guinée, euh, avec l'aide des soviétiques et des Français, du Parti communiste, Sékou Touré a mis en place une université ouvrière ouest-africaine à Conakry. Et même si cet institut n'a pas vocation de concurrencer la Chine, mais dans le discours donné, euh, c'est les instructeurs venus de l'URSS et venus de la France ont insisté sur comment dire, euh, la voie correcte du socialisme est celui de l'URSS et de l'Europe de l'Est. Donc, il y a là une méfiance des communistes français envers la Chine. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ces questions. Si, merci, Lupin, c'est déjà beaucoup. Et on va quand même proposer aux autres personnes d'intervenir aussi, pour ne pas accaparer la parole. Est-ce que quelqu'un a des questions? Voilà. Il faut interpeller les gens. Francis. Francis, oui. Ah, voilà. Ah, ça y est, ça marche. Non, mais je veux dire, je partage ce que vous avez dit. Et puis moi, ce qui me travaille le plus dans le travail de Liu Peng, c'est en fait, mais j'ai manqué le début, c'est ses motivations pour travailler sur cette période, qui est tellement contrastée avec effectivement la période actuelle. Et Xavier le rappelle aussi, de passer de petites unités manufacturières qui étaient à l'échelle d'un développement national à ces grands projets infrastructurels qui sont devenus complètement gigantesques, quoi. Donc, je sais pas, c'est le. En fait, pendant toute cette période, c'est plus une coopération politique qui est vraiment dominante et les petits projets économiques qui l'accompagnent. Par contre, pour l'aide agricole, il y avait peut-être quand même là un effet plus important de la part de la coopération chinoise durant cette période. Oui, je vous laisse. Oui, pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Merci. Ouais, non, je disais, que c'est vrai que ce qui m'avait impressionné, c'est le passage des unités manufacturières au début de l'aide chinoise. Je parle de l'aide économique, de la coopération économique. Puis les grands projets, est-ce qu'il y avait ces grands projets, ils datent de la période après 78. Le lancement des grands projets d'infrastructures chinois en Afrique. Et la deuxième question qui était, est-ce qu'il y avait quand même, durant cette période, une aide conséquente ou même de conseillers au niveau agricole, dans l'agriculture, d'une aide de la Chine sur les agricultures, au niveau de l'agriculture malienne, des projets qui étaient en cours ou simplement des conseils. Voilà. Oui, sur la première question, euh, si j'ai bien retenu, euh, c'est toujours le virement chinois des petits projets aux grands projets gigantesques. Et pourquoi, en milieu des années 60 et surtout après 68. Euh, Comme je l'ai expliqué, même au début des années 1960, les pays africains ont déjà formulé ces demandes. Et, mais à partir de 1965, c'est là où Mao Zedong a eu euh, une vocation réelle, une vocation
de la révolution mondiale et la Chine veut être le leader du tiers-monde et veut exporter son modèle de développement. Et à travers ces grands projets, la Chine réussit à exporter son expertise industrielle, mais aussi les pratiques qui accompagnent ces projets, c'est-à-dire euh, 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 l'effet de propagande à travers ces projets. La Chine veut démontrer aux pays tiers-mondistes que la Chine est capable de vous aider et de vous conduire vers la bonne voie du socialisme. Et sur la deuxième question sur l'aide agricole de la Chine, euh, oui, l'aide agricole a été un aspect très important pour la Chine en Afrique et aussi, comme vous dites, euh, l'aide chinoise à l'époque était surtout un outil politique. Donc, c'est toujours pour montrer que la Chine était disposée à vous aider et à vous orienter. Et il y a un aspect qui n'est pas euh, euh, très bien présenté, c'est que l'aide agricole a été aussi un terrain de compétition entre la Chine et Taïwan à l'époque, parce que Taïwan, à l'époque, n'était pas aussi très riche et le seul outil qu'il dispose, c'est l'aide agricole et appuyée par les États-Unis. Et à partir de 1960, Taïwan a mis en place un système euh, centré sur l'aide agricole dans les pays surtout dans les pays francophones, en Côte d'Ivoire, au Sénégal au Gabon et au Cameroun et pratiquement tous les pays francophones ex-françaises. Et à partir de 1960, 60, 70, 71, avec le rétablissement du siège de la Chine à l'ONU, il y a du côté chinois, la Chine lance une politique dite surpassé et substitution et dépassement. C'est-à-dire la Chine veut subsidier les gouvernants taïwanais en Afrique en matière de l'aide agricole et ce n'est pas suffi, donc, puisque la Chine veut aussi dépasser les résultats accomplis par les Taïwanais en Afrique pour démontrer sa légitimité en matière de l'aide et aussi son amitié envers ces pays. Donc, l'aide agricole a été vraiment un aspect très important de la Chine à l'époque. Merci pour vos réponses. Mais alors, de quelle aide il s'agit? Est-ce que c'est de l'aide et des conseils à des petits producteurs? C'est le soutien à des coopératives dans le même esprit que ce qui pouvait se faire en Chine à l'époque? Vous voyez, ou sur plutôt aussi des grands projets agricoles de monoculture? Ben, soit des grands projets de monoculture, soit un soutien à la paysannerie en direct. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a une différence avec l'intervention qu'avaient les Taïwanais? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à tout ça, mais c'est savoir quelle était la vision du développement agricole qu'avaient les Chinois dans leur coopération. Euh, Oui, je n'ai pas entré dans les détails de la mise en place de cette coopération, mais je vais essayer de vous répondre d'après ce que je sais. En fait, en matière de méthode, la Chine ne diffère pas trop avec celui pratiqué par les Taïwanais. Euh, c'est toujours, mais la Chine veut un renforcement en fait de ce que les Taïwanais font. Euh, Ce que les Taïwanais font, c'est prenez à l'exemple en Côte d'Ivoire, les Taïwanais coopèrent avec les coopératives
Frère Boigny. Donc, le Taïwanais travaille dans les fermes d'État et, et toujours, je sais pas si j'ai bien compris le mécanisme, toujours dans le cadre des coopératives euh, euh, de l'époque. Euh, euh, Avec les Chinois, leur objectif est de surpasser les Taïwanais, donc ils font plus et ils vont aussi euh, révolutionner les pratiques que les Taïwanais ont mises en place. Donc ils orientent ces coopératives vers un régime socialiste, c'est-à-dire vers plutôt vers une collectivisation, mais pas tant, puisque il n'existe pas vraiment un terrain propice pour ces pratiques en Afrique. Mais les Chinois vont essayer de, de transposer, de transférer leur expérience en Afrique. Je voudrais intervenir, Voilà. excusez-moi, parce que je pense que j'avais fait au début une remarque qui est très importante, à mon sens, et qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que je vous écoute, c'est que nous devons bien prendre garde à savoir de quelle période on parle quand on parle de quelque chose et ne pas risquer de mélanger. Moi, ce que je vois sur un sujet que je connais très mal, hein, justement l'intervention dans le secteur agricole, c'est que ce que j'ai vu, et je pense que Francis, tu l'as vu avec moi au Mauritanie, c'était cette ferme rizicole qui avait été créée par la Chine, et on était sur de la culture extensive avec du gros matériel, enfin gros matériel, hein, des camions. Il y avait donc il y avait toujours un parking avec des répliques chinoises des camions gaz soviétiques qui étaient eux-mêmes une réplique des camions américains des années 40 et qui étaient en train de rouiller là. Ce qu'ont fait ce qu'a fait Taïwan, et vous l'avez souligné, parce qu'il y avait peu de moyens, c'est un facteur qu'il ne faut jamais oublier pour distinguer les périodes, ils ont pris le biais de l'aide technique. Et donc, effectivement, ils ont appris à cultiver des asperges, des pastèques, des mangues, etc. Et c'est cette vague technique que la Chine a repris ensuite. Et donc, on a effectivement deux périodes. Hein, vous avez parlé de sociétés socialistes qui pouvaient pointer derrière des interventions. Le cas de cette ferme risicole, on Ouais, de était tout à fait dans collectivisation. l'idée de la commune populaire. Hein, ça n'a pas marché parce qu'effectivement, les Africains ne partageaient pas forcément cette vision, mais on est sur deux mondes. Un monde qui est avant 76, un monde qui est peut-être dans les années 70 pour Taïwan, et puis un mode des années 80, voire plutôt même 90 pour la Chine. Donc, comparer tout ça, ça me paraît très délicat, d'autant plus qu'il y a aussi une ambiguïté dans ce que vous avez dit, excusez-moi, vous parlez d'un modèle de développement. Bon, quand on parle du modèle de développement de la Chine, aujourd'hui, ce qu'entendent les gens, c'est le modèle de développement vanté par la banque mondiale, hein, comme étant le modèle chinois. Or là, vous faites référence à un modèle de développement qui est un modèle que je vais qualifier par simplification de maoïste, qui est un modèle d'abord d'organisation sociale et politique, et ces deux modèles n'ont absolument rien à... Et donc, de ce fait, si on ne précise pas à chaque fois très clairement la période dont on parle, on risque d'aboutir à une espèce de pataquès et au lieu de comprendre mieux, risquer de comprendre moins bien. Personnellement, lorsque je distingue, je périodise les présences chinoises en Afrique, bon, je distinguerai la période jusqu'à 1976, qui est très particulière, et ça tient au particularisme chinois de l'époque aussi, hein, et la période suivante. Et surtout, je ferai la distinction de la période qui suit la période de Tiananmen, où il y a eu très réellement à ce moment-là une révision, hein, de la stratégie de la Chine à l'égard de l'Afrique, précisément pour répondre à l'attitude des pays occidentaux qui avaient sanctionné Pékin à la suite des massacres. Bon. Et vous avez après ça une espèce de montée en puissance avec 1996. Hein, et donc, toute cette période-là, on est sur une approche qui n'a Différent. plus
rien à voir avec la période antérieure, même si pour justifier des interventions en Afrique, on va rappeler ce qui a été fait antérieurement. Mais que ce soit au niveau des moyens, que ce soit au niveau des politiques, il y a une césure très nette. Et lorsque vous parlez du port de Nouakchott tout à l'heure, on parlait du port de Nouakchott, 86, hein, pour prendre ça comme référence pour ce qui se passait avant 76 et surtout avant la révolution culturelle, ça me paraît ne pas tout à fait correspondre à la façon dont les choses étaient abordées. Ne serait-ce que pour des questions de moyens. Hein. Bon, et même vous avez un autre processus chinois qui est évident, qui est le processus de son auto-apprentissage. Vous pouvez éventuellement dire que la Chine populaire, dans les années 50, n'avait peut-être pas complètement les techniques, par exemple, pour faire du chemin de fer. Mais par contre, dans les années 60, c'était déjà mieux, dans les années 70 aussi, c'était encore mieux. Et là, on est quand même sur des techniques qui sont relativement simples. Et ça n'a rien à voir avec les techniques qui, aujourd'hui, peuvent être importées. Pensez au Soudan. Le Soudan, il y a eu un échange entre les États-Unis et le Soudan et la Chine à propos des puits de pétrole, parce que la Chine savait forêt en terre, mais ne savait pas forêt en mer. Bon, donc, vous voyez que le rôle à la fois des moyens disponibles et des techniques, dirons-nous, qui pouvaient être maîtrisées à un moment donné, vont aussi dicter les possibilités d'intervention de la Chine dans les pays africains. Et il est tout à fait évident qu'entre la période qui précède, je mets 1989, avant et après, les moyens et les techniques qui sont disponibles pour la Chine n'ont rien à voir avec les moyens et les techniques qui étaient disponibles avant. Et ça participe, en plus des facteurs politiques, à la forme de l'intervention ou des présences chinoises à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que Non, non, mais ce qui Perrine, m'intéresse, oui. je trouve que Liu Pei m'a bien répondu parce que moi, c'était justement sur la période des années 60-70, enfin, ce qu'on avait le développement entre guillemets Oui, maoïste, de mais savoir, je reprends le tout là, en faisant ouais, ça. c'était de voir à ce moment-là s'il y avait une vision, comme il y avait en Chine, d'un développement qui était plus équilibré entre agriculture et industrie, dans la vision maoïste de cette époque-là et de l'aide qu'elle apportait. Donc c'était un peu sous-jacent à ma question dans un premier temps de rappeler ce qu'avait pu être l'aide chinoise avant de tomber dans tout ce que tu viens de décrire sur la période et après 78 et surtout après 89. Moi, je suis pas un spécialiste, mais il y avait cette idée de voir s'il y avait encore une vision d'un développement endogène, une vision, voire, tu vois, d'un développement, oui, endogène, que pouvait prôner la Chine dans les années 60-70 à l'ère maoïste. Et là-dessus, il m'a bien répondu, en montrant que c'était très Oui, ambigu. Après, il y a tout ce que tu dis. Ce qui est incroyable, c'est ce changement complet de paradigme de la part de l'aide chinoise dans sa propre vision du développement. Mhm. Ouais. Ouais. Mais dans l'agriculture, on a eu ce qu'on peut appeler les fermes d'État, qui ont été un échec euh, globalement total. Et les fermes d'État ont été réformées en 2006 avec le troisième forum de coopération Chine-Afrique. Et donc, ils ont évolué en centre de démonstration Chine en Afrique ou de transformation Chine en Afrique. Mais à l'époque, enfin moi, quand j'avais étudié la Côte d'Ivoire dans ma thèse, on parlait de plusieurs milliers d'experts agricoles ou de techniciens agricoles taïwanais. Euh, donc, Taïwanais. Au taïwanais. Donc c'était quelque chose que la Chine ne pouvait pas faire, qu'elle n'a pas fait, à ma connaissance, en Afrique, dans un seul pays en tout cas. Et donc là, on était plutôt sur une vocation intensive de la production agricole, notamment rizicole, autour d'Abidjan ou dans l'Abidjan, et puis sur les terres baoulées de Félix Houphouët-Boigny et Yamoussoukro. Et ce que j'ai lu ou entendu de la part d'agronomes ou d'ex-politiques ivoiriens, mais aussi burkinabés, c'est que, en gros, les Chinois de la Chine populaire reprenaient, ou inversement, reprenaient les projets menés par les Taïwanais, que ce soit au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, avec chaque rupture de relations diplomatiques. À chaque fois, entre guillemets, la Chine reprenait les projets de l'autre Ah, Chine. c'est intéressant ça. C'est une demande des autorités nationales ivoiriennes ou burkinabées, quoi. Alors après, évidemment, il faudrait transposer ça à une échelle un peu plus petite en géographie, donc autrement dit, des régions africaines ou le continent africain, mais c'est ce que j'avais vu, moi, en tout cas, en Côte d'Ivoire et au Burkina, quoi. Merci beaucoup.
Qui souhaite intervenir? Muriel? Bon, Non, pas Jérémy? particulièrement. Oui, pas particulièrement. Jérémy? Je- Bon, apparemment, là, Non plus, pas particulièrement. Merci, c'était très intéressant. bien. Écoutez, souhaitez-vous vous exprimer? Sinon, je vais vous remercier pour cet exposé lequel j'ai appris énormément de choses parce que la période avant 76, surtout dans une perspective un petit peu concurrence franco-chinoise, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel je m'étais penché. Et ce que vous avez dit du Mali, était particulièrement passionnant. À la limite, mais ce n'était pas du tout votre sujet, j'aurais aimé que vous ayez une prolongation sur ce qui s'est produit récemment dans les relations dans le sino-franco-malienne. Il y a quelques années où il y a eu, je crois, une certaine mésentente à un moment donné où la Chine a commencé réagir brutalement et puis après ça a adouci sa position et s'est entendu avec la France. Un peu à l'image du Niger, et il faut dire qu'il y avait des troupes, des casques bleus chinois au Mali aussi, pour prolonger la question. C'est bleu chinois. Est-ce que vous Bon, voulez écoutez, réagir, si, Liupen? oui. Je ne suis pas du tout l'expert de la réalité actuelle, donc euh, je ne sais pas comment répondre à vos questions, mais Bon, bah, n'y je répondez voulais, pas, c'est pas grave. Hein, euh, c'est pas grave. C'est des commentaires, c'est pas les questions, c'était des commentaires. je vais d'abord rappeler une chose sur la compétition sino-taïwanaise en Afrique. Euh, euh, c'est à partir de 1971 que la Chine euh, met en place la politique de subsidier et de dépasser. Et c'est justement en Côte d'Ivoire que la présence taïwanaise était la plus forte. Parce que la Côte d'Ivoire a été jusqu'en 1960, non, 83, resté le partenaire le plus solide pour Taïwan. Et sur la situation actuelle au Mali, euh, euh, sur un possible triangle sino-malien-français, il faut pas oublier, il y a un autre acteur très actif, celui de la Russie. Donc, ça devient encore plus compliqué. Et ce que la Chine fait au Mali, pour moi, personnellement, c'est toujours de sécuriser les marchés et les marchés locaux. Parce que, en fait, euh, euh, le PDG de mon ancienne entreprise que j'avais travaillé avait été tué au Mali en 2017 dans l'attentat à Bamako. Donc il y a là un élément de sécurité qui est très important pour les Chinois d'aujourd'hui en Afrique. C'est pourquoi la Chine envoie les casques bleus et dans le cadre de l'ONU. Et, euh, et je pense aussi que la Chine euh, a l'intérêt de, de continuer sur ce chemin pour vraiment sécuriser ses ressortissants dans le continent africain. Et c'est là un sujet très contemporain et très important pour les présences chinoises en Afrique. Et c'est un sujet qu'on pourra directement ou indirectement aborder prochainement avec Thierry et surtout Karine Pina, qui interviendra justement sur les compagnies de sécurité privée, voire sociétés militaires privées, même si elles sont interdites en Chine. Mais donc en Chine, les CSP, et puis un peu plus largement dans le monde. Donc, ce sera un sujet passionnant aussi parce que c'est vrai que c'est intéressant de comprendre comment, de quelle manière
Les grands groupes à capitaux publics, notamment, sécurisent leurs activités, leur patrimoine aussi, quoi. Donc, Tout en ce moment dans le Sahel, compte tenu de la gravité de la situation, qu'en est-il de la protection des ressortissants chinois dans les pays sahéliens en ce moment, quoi? Ouais. Au Soudan, du Nord comme du Sud d'ailleurs, au Sahel. Oui, effectivement. Ouais. Une belle transition de Liu Peng pour un prochain séminaire. Merci. Si Merci. personne n'a besoin, ne veut s'exprimer, ben, il nous reste à remercier Liu Peng pour cette intervention Oui, merci tout à fait beaucoup. passionnante et tout à fait enrichissante, et à vous souhaiter un bon retour dans votre mère patrie. Chichi. Hein, puisque c'est ce que vous envisagez de faire à partir du mois de novembre. Et on espère qu'on pourra vous revoir bientôt, éventuellement avec un autre exposé au cours de ce séminaire. Donc, nous vous saluons et saluons votre retour. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, ça sera un grand plaisir. Un grand honneur. Merci beaucoup. Chichi. Bien, ben écoutez, la prochaine séance aura lieu le 12 novembre et ça concernera le spatial commercial chinois en rapport avec l'Afrique. Donc, un sujet très sérieux aussi. Ah ouais. Ouais. Allez, à Merci à bientôt. vous. À bientôt. Et bonne journée à tout le monde. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir.